Ok. Cette semaine, 2 commentaires m'ont mis une claque. Le premier, il se passe rien d'assez excitant dans ta vie privée. Et le deuxième, c'était c'est quoi ton projet en fait? Au bout de 8 vidéos, j'ai toujours pas compris. Alors merci My First Account pour les taquets, t'as pas tort, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que la réponse aux deux, c'est la même. Pour ce qui est du côté trépidant de ma vie privée, ma vie c'est pas un vlog d'aventurier solo. J'ai un chien, des gosses, un crédit immobilier, je suis pas le seul décisionnaire de ma vie quotidienne. Et puis moi, je suis plutôt casanier et très honnêtement, la vraie envie de voyage, la seule vraie envie de voyage que j'ai, c'est d'aller au Japon. Sauf que je suis le seul et qu'en plus, même si j'aligne les astres pour que madame veuille bien me suivre, logistiquement, c'est compliqué. C'est à l'autre bout du monde, donc on peut pas partir seulement 3 ou 4 jours. Et donc ça veut dire qu'il faut être prêt à laisser nos enfants pendant autant de temps. Et même si on se mettait d'accord avec ma femme, faudrait aussi qu'on puisse laisser le chien. Ce qui complique l'équation, encore une fois. Oui, parce que non, nous on a un chien, il fait partie de notre famille, et donc on le laisse pas au chenil pendant X jours. Non, ça c'est pas notre truc. Et puis une vie excitante, je sais pas trop ce que ça veut dire. Franchement, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, en tout cas pas la mienne, ça c'est certain. C'est pas que de l'excitation. Il y a aussi plein de trucs pas cool qui se passent, des moments difficiles et des choses qui sont clairement hors de mon contrôle. Bref, j'ai une vie de famille avec ses obligations et c'est exactement pour ça que mon espace pro comptait autant pour moi. Quand ta vie perso, elle est cadrée, contrainte, rythmée par d'autres personnes, ton boulot, c'est ton seul espace à toi. Le seul endroit où tu es censé exister, en tout cas où tu es censé pouvoir exister en dehors du rôle de papa, du rôle de conjoint et en dehors du rôle de mec responsable au sens sociétal du terme. Et non, j'exclus tes 2 heures de gaming avec tes potes 1 ou 2 soirs par semaine ou encore le week-end, 1 fois par trimestre quand tu peux éventuellement t'autoriser à le faire. Non, là je te parle d'un espace rien qu'à toi qui représente genre 1/3 de tes journées. C'est colossal, 8 à 10 heures par jour. Et encore, ça c'est quand tu arrives à laisser ton boulot au boulot. Parce que quand t'es cadre sup comme je l'étais, ça déborde assez régulièrement. Ça vient grignoter tes soirées, ça vient grignoter tes week-ends et parfois même tes vacances. Et quand au boulot ça se casse la gueule, cet espace qui t'appartient, tu le perds. Pendant plusieurs années, j'ai grindé. Ouais, j'assume complètement, même si ce terme-là, certains de mes amis diront que ça se dit pas, j'ai grindé. Mon driver essentiel à moi, c'était la thune. Je vais pas te mentir, j'allais au boulot pour m'amuser, ça c'est sûr, mais pour gagner le plus possible d'argent. Et pour ça, j'ai grimpé. Prise de poste après prise de poste, développeur, chef de projet, puis j'ai été manager, puis ensuite j'ai rebasculé sur un poste de directeur de projet, des grands projets, des déplacements, du travail avec des équipes à l'international, être en visibilité, je me suis éclaté. Et franchement, j'étais bon. Et puis bon, tu commences à me connaître, j'ai une petite tendance narcissique, donc être au centre du viseur, être connu, être reconnu, c'était mon truc, j'adorais ça. Les titres suivaient, la paye suivait, ça flattait mon ego, mon compte en banque aussi, et mon désir d'apprendre des trucs, c'était vraiment top. En plus, on me laissait faire et on comptait sur moi. Que demande le peuple? Après, t'imagines bien que tout ça, ça a un prix. Avec ma femme d'abord, puisque c'était mon espace à moi, j'ai considéré être le seul décideur de ce qui se passait à cet endroit-là. Elle a suivi mes choix sans vraiment être jamais consultée. C'est quelque chose dont on parle un peu plus aujourd'hui, mais que j'avais carrément sorti de l'équation sur le moment en minimisant l'impact que ça avait sur nos vies et sur notre espace familial. Et puis le prix physique aussi. Les déplacements, les entretiens à préparer, rester joignable pendant les congés, jongler entre le pro, le perso, encore plus pendant la période du Covid. J'ai eu des grosses périodes de stress intenses, physiquement ressenties. Et quand je te dis physiquement, c'est pas une métaphore, hein, j'ai une maladie qui s'appelle une spondylarthrite, c'est une maladie inflammatoire et les crises se réveillent pendant les périodes de stress. Donc autant te dire que voilà, mon corps il a une façon bien à lui de me dire que ça va pas, et c'est honnêtement pas très très subtil. Mais bon, c'était mon choix, et j'étais le seul maître de ma carrière, et ça rendait ces désagréments acceptables, on va dire. Et puis les choses commencent à évoluer, dans le mauvais sens. Pas brutalement, non. Progressivement, insidieusement. Au début, t'es sur un projet sympa qui a du sens, et tout le monde commence à abandonner petit à petit, mais toi, tu te bats parce que t'as l'impression que ça sert pas à rien, tu le portes à bout de bras, et tu te retrouves finalement à tout gérer seul, voilà, à galérer. Et puis ensuite, ça s'installe plus profondément, tu tombes sur ce manager toxique,
Le genre qui te fait les montagnes russes émotionnelles. Un jour, il te dit « Waouh, t'es vraiment super » et puis le lendemain, il est en train de tout remettre en question. Il remet en question ce que tu vaux, ce qu'il peut attendre de toi. Il y a aussi ce manager qui attend de toi que tu sois un simple exécutant de son plan, sans te prendre en considération, sans attendre ton feedback quelconque. D'ailleurs, quand tu le donnes, il s'en cogne. Et puis, il prend des décisions qui vont à l'encontre de tout ce que tu essaies de construire, toi. Et cerise sur le gâteau, il se sert de toi pour servir sa propre carrière, pas pour être ton manager et donc t'aider à grimper et à t'améliorer. Non, juste se servir de toi pour lui. Et tu te sens délaissé, déconsidéré, inutile. Et là, progressivement, t'arrêtes de te battre et tes journées se vident de leur sens, se vident de leur interaction, se vident de leur contenu. Tous les jours deviennent alors des journées à attendre tout simplement la fin de la journée. D'ailleurs, c'est marrant parce que on dit que fumer une clope, ça raccourcit ta vie de 11 minutes, c'est scientifiquement prouvé. Mais passer 8, 9, 10 heures à strictement rien faire au boulot, c'est réellement perdre 8, 9, 10 heures de temps de vie. Sauf que ça, on est censé l'accepter parce qu'on est payé et que ça rembourse les crédits. Bref, burn-out ou bore-out, qu'importe le mot que tu peux essayer de mettre dessus, ce qui est sûr, c'est que ça t'essore et tu sais plus trop où t'en es. Et là, t'as un problème supplémentaire, quelque chose d'un peu plus grand. Personne comprend vraiment ce que tu vis. Autant le burn-out, l'entourage, aujourd'hui, c'est accepté, c'est reconnu. Ton entourage, il capte la pression, il capte le malaise, tu vois, le fait que ton boulot te détruise, ça se voit. Autant le bore-out, c'est assez flou. Et c'est d'autant plus flou que moi, j'en parlais en mode blague avec les potes, quoi. J'ai des journées bien vides au taf, ça me laisse du temps pour mater YouTube et glander. Sauf qu'en vrai, il y a des jours où j'en avais juste ras-le-bol. Il y a des jours où je me faisais vraiment chier du matin au soir. Et ça, c'est une sensation horrible parce que, oui, j'avais du temps, mais j'avais pas la liberté de faire ce que je voulais de ce temps. C'était du vide subi, pas du vide choisi. Mais à ce tarif-là, t'es dans une position dans laquelle tout le monde te fait comprendre que t'as pas vraiment le droit de te plaindre. T'es super bien payé, à rien foutre. C'est le rêve, non ? Et voilà, et ça, typiquement, ça renforce encore plus son mal-être. Mais le fait d'avoir beaucoup rigolé de cette situation avec mes potes, très honnêtement, je pense qu'avec du recul, ça m'a mis dans une impasse. Autant subir un moment comme ça pendant quelques jours ou quelques semaines, tu peux tanker. Tu peux faire des trucs nazes, vides de sens, tu peux perdre ton temps un petit peu. Mais quand ça devient ton quotidien, t'es coincé dans ton propre discours et tu peux plus t'en sortir. Mais t'as l'air d'avoir une belle vie, bien rangée, bien payée, donc t'as pas vraiment le droit de pas aller bien. D'ailleurs, ça se trouve, tu te reconnais un peu dans ce que je suis en train de raconter, et sache que c'est ok d'aller voir ton médecin et d'en discuter avec lui. Il n'y a aucune honte à avoir, il n'est pas juste là pour te filer du Doliprane, promis, il sera aussi t'accompagner pour ta santé mentale. Au bout du bout, ce qui devait arriver arriva, et tout a commencé à lâcher. En premier, ça a été mon corps. Je m'en souviens bien, on est arrivé au camping le dimanche pour y passer nos 2 semaines de vacances d'été. Et dès le mardi matin, j'étais aux urgences à La Rochelle. Ma spondylarthrite avait pointé le bout de son nez, des douleurs insupportables. Mon corps, lui, avait décidé qu'il avait besoin aussi de vacances. Conclusion, 2 semaines d'immobilisation. Comprends bien que ça nous a bien gâché nos vacances. Et malgré tout, même ce signal-là, tu vois, j'ai encore réussi à l'ignorer, histoire de continuer à m'enfoncer un petit peu plus. Et quelques mois plus tard, ça a été tout le reste. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté la photo, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté tous mes projets annexes. En gros, tout ce qui demandait de l'effort, je l'ai mis en pause. J'ai été à la recherche de ce que j'ai appelé de la glace à la vanille. Un truc instantané, réconfortant et qui me faisait du bien sur le moment. D'ailleurs, littéralement, parce que je me suis remis à bouffer tout et n'importe quoi, vraiment n'importe comment. Et résultat, voilà, j'ai pris mon petit 10 kilos. Aujourd'hui, ça fait quelques mois que je commence à sortir la tête de l'eau. Ça s'est fait progressivement, bien évidemment. Quelques passages chez le médecin pour souffler, prendre du recul. Quelques séances de psy. Et puis une ultime tentative de changement de poste au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et tout ça, en fait, tous ces faisceaux ont mené à une seule chose, la confirmation que j'avais plus rien à faire là-bas et qu'il était temps de reprendre mon temps en main. Alors quand tu me poses la question, c'est quoi ton projet en fait ? Parce que ça fait 8 épisodes que je te regarde et que j'ai pas encore compris. Très franchement, je sais pas encore exactement. Et ça me va. Ce que je sais, c'est que j'ai du temps devant moi pour découvrir où je veux et où je peux aller. Ça m'empêche pas d'avoir plein d'idées de projets en tête. Une boutique de t-shirts personnalisés, un livre pour enfants, reprendre mon podcast Graines de cidre.
Mais je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment de ligne directrice à part m'appuyer sur mes prestats de photographe pour faire rentrer de l'argent rapidement. Donc, désolé si c'est un peu flou pour toi, mais j'arrive pas à me faire rentrer dans une case très précise. J'ai juste envie de faire plein de trucs, d'essayer, de m'amuser, de retrouver de l'enthousiasme, et surtout de remettre la main sur ces 8 à 10 heures par jour qui m'appartenaient et que j'ai perdu récemment. Et puis par la même occasion de montrer chaque vendredi ce que ça donne, ce qui marche, ce qui se casse la gueule, et combien ça coûte de tenter cette transition. En tout cas, je te remercie pour ton commentaire parce que ça m'a permis de faire un peu d'introspection et ça m'a permis de comprendre la nécessité de repréciser correctement mon intention. Donc si tu es dans une situation similaire à la mienne ou que tu as envie de suivre l'aventure, abonne-toi et puis on découvre ça ensemble. Allez, salut à toutes les burn-out, salut à tous les bore-out. On se capte vendredi prochain, je te parlerai de quelque chose d'un peu plus concret, parce que j'ai quand même pas mal bossé sur des vrais projets, notamment côté photo. C'était Cyril, ciao.